Si en voyant Osha dans la série The Acolyte faisant changer la couleur de son sabre laser, le faisant passer du bleu au rouge presque par accident, et que cela vous a fait vous questionner quant à la pertinence de l'événement vis-à-vis d'Anakin Skywalker qui, dans la prélogie, découpe par paquet de 20 tout un tas de personnages, mais ne provoquant néanmoins pas la même réaction vis-à-vis de son propre sabre laser, et bien sachez que je me suis posé exactement la même question, et je vais tenter dans cette vidéo non pas de vous convaincre qu'il y aurait une explication rationnelle et logique à cette scène dans The Acolyte, mais en tout cas je vais vous donner la raison pour laquelle, à mon avis, cela se passe de cette façon dans le cas d'Osha et dans une autre dans le cas d'Anakin. Mais pas seulement, donc restez bien jusqu'à la fin. Et avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à liker et voir le summum de la contribution, partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, car ceci est vraiment très important pour le développement de la chaîne. Originalement, George Lucas n'apportait pas de détails particuliers sur la couleur des sabres laser, et si les Sith en avaient des rouges, c'était surtout pour faire office de code visuel permettant à tout un chacun de comprendre qu'ils étaient méchants. Et oui, ça ne cherchait pas beaucoup plus loin à l'époque, néanmoins, très vite, que ce soit dans l'univers étendu ou plus tard dans l'animé Clone Wars, que George Lucas a co-réalisé avec Filoni, du moins sur les premières saisons, ont permis d'ajouter plus de détails sur cet aspect toujours très commenté de la saga. Par exemple, les Jedi ayant des sabres verts étaient plutôt associés à une forme de puissance dans la force au-dessus de la moyenne. Les Jedi disposant de sabres bleus étaient plutôt associés à des sortes de gardiens adoptant un style de combat plus défensif. Concernant les Sith et leurs lames rouges, dans l'univers étendu, il était d'abord question de cristaux entièrement synthétiques, donc créés artificiellement par les Sith, leur permettant par la suite d'y déverser toute leur haine et toute leur souffrance afin d'obtenir un cristal rouge. L'idée derrière ces cristaux synthétiques venait du fait que, originellement, vous ne pouviez pas changer la couleur de vos lames, ce qui impliquait que chaque Jedi novice, à l'issue de leurs épreuves, se voyait octroyer un cristal dont la couleur était déterminée par leurs traits de caractère. En d'autres termes, c'est la force elle-même qui décidait en fonction de l'affinité de son porteur de la couleur à octroyer. Cette idée-là est devenue véritablement canon dans Clone Wars, permettant de donner une explication aux différentes couleurs de sabre et leur façon de les obtenir. Pour l'anecdote, la couleur violette du sabre de Mace Windu avait donné lieu à tout un tas de théories. L'une communément admise et qui fait d'ailleurs loi aujourd'hui était que Mace fut un Jedi qui avait un certain équilibre et une certaine maîtrise entre le côté lumineux et obscur de la force, reflétant sa personnalité tout à fait singulière dans la prélogie. En réalité, à l'époque, l'acteur incarnant Mace avait demandé un sabre violet à George Lucas car il voulait que l'on puisse le distinguer des autres Jedi, en particulier dans cette scène sur Geonosis où il y avait des dizaines de Jedi à l'écran. Toutes les théories qui ont nourri les forums pendant des années venaient donc d'un simple caprice de l'acteur et de la bienveillance de l'auteur à accéder à sa requête. Par la suite, Disney fit quelques changements sur la façon dont les couleurs de sabre étaient obtenues par les différents utilisateurs de la force, et en particulier le concept de saignement des cristaux pour les utilisateurs du côté obscur. Ils ont gardé l'idée que chaque couleur soit associée en quelque sorte à la personnalité propre de l'utilisateur, mais clairement le plus gros changement concerne les sabres rouges associés aux Sith. C'est bien dans la série de comics créée par Charles Soule en 2017 que Disney canonise le concept de saignement des cristaux Kyber, et c'est dans ce même comic qu'on peut y voir le processus de saignement par Vador de son propre Kyber. Depuis lors, nous avons eu d'autres exemples de ce processus par d'autres utilisateurs de la Force. Et bien que tous étant légèrement différents de celui de Vador, l'idée reste la même, à savoir que le processus menant à la corruption d'un cristal Kyber est une entreprise délicate, car il ne faut pas voir les cristaux comme un bout de caillou inerte, mais comme une matière imprégnée par la Force, refusant justement cette corruption, car le côté obscur est une perversion de celle-ci. De fait, le cristal Kyber, en quelque sorte,
sorte, ne coopèrent pas. Un utilisateur du côté obscur ne peut pas former un lien naturel avec le cristal. Il le force, ce qui peut provoquer une réaction du cristal, libérant une puissante vague d'énergie. En dehors de Vador, les autres exemples établis par ce nouveau canon Disney concernent par exemple Kylo Ren, dont la série de comics The Rise of Kylo Ren, publiée en 2020 si je me trompe pas, et qui décrit dans son dernier numéro cet aspect-là. Je dois dire en passant que ce comic, ou plutôt cette série de comics, est vraiment chouette à lire, peu importe ce qu'on peut penser par ailleurs de la postlogie. Il est indéniable que cette série de comics sur Kylo Ren est de mon point de vue de plutôt bonne qualité. Les dessins ils sont vraiment soignés, beaucoup plus je trouve que dans les comics précédents, et l'histoire y est racontée connectant Kylo Ren au Chevalier de Ren. J'ai envie de vous dire que c'est un comic plutôt sympa. Pour en revenir à ce comic, et cette scène en particulier où Kylo fait saigner son cristal, on retrouve cette même idée que la corruption d'un cristal Kyber est une entreprise risquée car déchaînant des énergies chaotiques non maîtrisables et d'une grande intensité. On y voit ainsi Kylo Ren plaçant son Kyber dans la paume de sa main pour y concentrer toute sa haine à l'intérieur. Le processus démontre le conflit régnant dans l'esprit de Kylo Ren, allant jusqu'à fissurer son cristal et par la même occasion faisant abondamment saigner sa main. On a également le cas très récent de Dagan, Jedi de l'ère de la Haute République, que l'on retrouve dans le jeu Jedi Survivor, opus prenant la suite de Jedi Fallen Order. Dagan y fait saigner son cristal après s'être réveillé de stase, désassemblant son sabre laser avec la force, puis faisant rapidement saigner celui-ci. La réaction du cristal, vous vous en doutez, libéra une onde de choc allant projeter Dagan contre un mur. Pour vous donner mon petit avis perso sur ce jeu très rapidement, j'ai trouvé ce Jedi Survivor bien moins passionnant à suivre que le précédent opus Fallen Order. L'histoire autour de la Haute République semble à l'évidence moins me parler. Mais au-delà de ça, ce qui m'avait vraiment sorti de l'histoire à l'époque en jouant à ce jeu, c'est justement ce personnage de Dagan qui a des capacités limite de demi-dieu. Dans mes souvenirs, il se faisait même pousser un troisième bras ou quelque chose du genre qui me paraissait totalement what the fuck. Mais bon, j'étais tenté de me dire jusqu'à présent que c'est un truc du jeu vidéo, ils se permettent donc quelques extravagances, mais j'ai bien peur finalement qu'on assiste à une sorte de marvelisation de l'univers Star Wars, et personnellement cela me déplaît. J'ai rien contre Marvel et son univers, mais simplement Star Wars c'est autre chose. J'ai toujours préféré l'idée que même si les Jedi avaient des pouvoirs exceptionnels, ils ne te donnaient jamais l'impression d'être des super-héros capables avec la force de déplacer par exemple des vaisseaux de taille démesurée. Bientôt je ne serai même pas surpris qu'on ait droit à des Jedi qui volent façon Superman, même si c'est un peu déjà le cas dans la postlogie avec Leia, mais je parle vraiment d'un personnage qui vole façon Neo dans Matrix à la vitesse de la lumière. Je suis sûr que ça plaira à plein de gens, mais moi c'est une direction que prend Star Wars qui ne m'enchante pas des masses, pour être tout à fait honnête avec vous. On en arrive maintenant au dernier cas tout à fait d'actualité, puisqu'il s'agit de la façon dont Osha fait saigner son cristal Kyber. On a vu dans les cas précédents que jusqu'à The Acolyte, il fallait un acte intentionnel pour faire saigner un cristal. Ce n'est pas un rituel à proprement parler, mais il était clair que le processus forçait le cristal à se soumettre, et cela nécessitait une grande concentration dans le côté obscur. On remarque aussi qu'il y a quasi systématiquement une sorte de réaction physique, comme une explosion d'énergie se manifestant à la fois pour Vador, Kylo et Dagan. De fait, Osha, ce n'est pas le cas, et on peut se poser légitimement la question de la cohérence dans tout cela. L'explication qui semble nous être donnée serait que le cristal d'Osha était sorti de l'intérieur du logement du sabre, ce qui le faisait toucher sa main, permettant par contact cutané de provoquer une sorte de soumission du cristal, sauf que cette explication ne tient pas vraiment la route, puisqu'on vient de voir avec Kylo Ren qu'il tient lui aussi le cristal dans sa main, et que cela ne produit pas du tout le même résultat. L'explication du coup résiderait plutôt dans la combinaison de deux éléments, le contact cutané du cristal avec la peau, et la nature même d'Osha qui est à l'origine une sorcière de Brendok. En effet, nous pouvions voir dans la série que ses veines devenaient noires à cause de la magie des sorcières. L'idée peut paraître séduisante quand on y pense sans a priori, car personnellement, je préfère cette explication à d'autres que j'ai vu passer. Mais l'idée derrière le fait que Osha serait tellement en colère suite à la révélation de la supposée trahison de Sol, que son niveau de haine aurait suffi à lui seul à permettre de faire saigner le cristal de cette façon-là. Pour moi, ça ne tenait clairement pas la route. Je préfère largement que la corruption du cristal d'Osha soit
pourquoi pas fait de manière accidentelle, et que ce soit la nature unique d'Osha, c'est-à-dire être une sorcière de Brendok, qui permettent d'avoir une situation tout à fait unique et singulière, ne ressemblant pas du tout aux autres exemples canons que j'ai cités précédemment. Ceci étant, la série ne tranche pas sur ces aspects, donc au final, ça reste de l'interprétation. Étant donné que ce n'est pas du tout sûr qu'une saison 2 soit prévue, on pourrait ne jamais avoir le fin mot de cette histoire. Ceci étant dit, je trouve que si cette explication devient officielle, dans ce cas j'aurais préféré que Osha dispose d'une couleur de sabre qui lui soit également unique, afin de souligner cet aspect-là du personnage. Ce qui me dérange actuellement, c'est le résultat de la corruption du cristal Kyber, influencé par le fait que ce soit une sorcière de Brendok et que cet élément-là produise une lame Sith parfaitement rouge, quitte à être logique et aller jusqu'au bout de l'idée, consistant à rendre Osha particulièrement singulière, particulièrement unique en son genre, autant lui donner une couleur ou un aspect à sa lame soulignant cette particularité. Une lame noire et vaporeuse, rappelant la transformation en spectre des sorcières, j'aurais trouvé ça plus cohérent que de lui octroyer une lame de Sith rouge. Dans tous les cas, cette explication permet d'expliquer pourquoi Anakin ne voit pas sa lame passer du bleu au rouge à chaque fois qu'il commet des massacres de masse pendant la prélogie. Dites-moi ce que vous pensez de cette justification, ou encore quelles seraient vos théories concernant ce passage hautement controversé de la série. En attendant, c'est tout pour cette vidéo les amis, n'hésitez pas à partager vos théories en commentaire, à liker si la vidéo vous a plu, à souscrire à un abonnement si vous souhaitez soutenir la chaîne. En attendant, chers amis Sith et Jedi, à la prochaine.